Bonjour les troisièmes, donc on se retrouve aujourd'hui pour compléter la page 44 de votre cahier de leçons. Donc avec Kakashi, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une homothétie. Mais avant de détailler et d'expliquer ce que c'est une homothétie, j'aimerais faire un petit rappel, un petit retour en arrière sur les différentes transformations du plan qu'on a vues, qu'en fait vous avez vu depuis la 6e et qu'on a revu cette année. Donc la première de ces transformations du plan, c'est la symétrie axiale. Donc comme le dit son nom, la symétrie axiale, c'est une symétrie par rapport à un axe. C'est celle que vous avez appris en faisant un pliage. Donc par exemple, l'image, on dit comme ça, comme pour une fonction, l'image d'une main, c'est une autre main qui est symétrique. Vous voyez qu'elles vont se superposer si on plie. Et puis si j'éloigne une main, l'autre s'éloigne aussi, elle reste symétrique. Et puis ce qui est un peu moins intuitif, quand je fais tourner l'axe, elle ne reste pas donc sur la même ligne horizontale, forcément. Voilà la symétrique en faisant tourner l'axe. Donc la symétrique d'une main, c'est une autre main. La symétrique d'un B, ça sera un D. Puis évidemment, plus j'éloigne, et plus il s'éloigne de l'axe. Le symétrique d'un cercle, ça sera un cercle, de même rayon, de même surface, on y reviendra, mais les longueurs ne changent pas. Le symétrique d'un carré, c'est un carré. Si je déforme un sommet pour obtenir un autre quadrilatère, eh bien le symétrique, évidemment, est identique, superposable par pliage. Le symétrique d'un triangle, eh bien même chose, c'est aussi un triangle, donc si un triangle est équilatéral, son symétrique est équilatéral. S'il est seulement isocèle, eh bien son symétrique est isocèle, et puis s'il est quelconque, symétrique, toujours la même chose, reste quelconque, et puis les deux restent encore une fois superposables par pliage. Donc ça c'est la symétrie axiale. Vous avez vu ensuite la symétrie centrale. Donc la symétrie centrale, là aussi comme le dit son nom, c'est une symétrie par rapport à un point, par rapport à un centre de symétrie. Donc on a vu un petit peu plus tard les rotations, et donc c'est un cas particulier des rotations, c'est une rotation d'angle 180 degrés, autrement dit un demi-tour. Donc si je repars de l'exemple de la main, le symétrique de cette main, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle a bien fait un demi-tour, autour du point O. Donc les deux sont à la même distance de haut, mais l'une est à l'envers, on pourrait dire, entre guillemets, par rapport à l'autre, puisqu'on a fait un demi-tour. Le symétrique de mon B de tout à l'heure, on pourrait dire que c'est un Q, voilà. Le symétrique d'un cercle, eh bien encore une fois, c'est un cercle, de même rayon, de même diamètre. Symétrique d'un carré, ça reste un carré. Le symétrique d'un quadrilatère, c'est un quadrilatère identique, superposable. Et puis, encore une fois, symétrique d'un triangle, eh bien même chose, c'est un triangle aussi. Et les deux triangles sont, encore une fois, superposables. Ils ont les mêmes longueurs, la même aire, les mêmes angles. Donc voilà pour la symétrie centrale. Après la symétrie centrale, on a vu les rotations et les translations. Donc pour définir une rotation, on a besoin d'un centre, qui est le centre de la rotation, et puis d'un angle, qui est matérialisé ici par cette petite flèche. Puis l'angle apparaît ici en haut 70 degrés. Et donc l'idée d'une rotation, c'est de faire tourner un objet autour du point O, mais pas forcément de 180 degrés. Si je fais tourner de 180 degrés, alors je reviens sur ma symétrie centrale que l'on vient de voir à l'instant. Je peux faire tourner de 90 degrés, je peux faire tourner de seulement 10 degrés, 20 degrés, ce que je veux, 27 degrés. Donc là on a une rotation. Alors l'image d'un point, par une rotation, c'est un point évidemment. Et puis l'angle qui est formé par ce point, le centre de la rotation, et puis le deuxième point, l'angle qui est ici en vert évidemment, est égal à l'angle de la rotation. Donc l'image d'un segment, eh bien c'est un segment de même longueur. Donc évidemment, plus l'angle de la rotation est grand, et plus l'écart entre les segments est important. En sachant que si l'angle est nul, les deux segments sont superposés. Et puis si l'angle est égal à 180 degrés, eh bien je retombe sur ma symétrie centrale. L'image d'un cercle par une rotation est un cercle, et l'angle formé par le centre d'un cercle, le centre de la rotation et le centre de son cercle image, et cet angle est égal, encore une fois, à l'angle de la rotation. On avait vu aussi ce petit avion avec son image par la rotation. Voilà. Donc ici, par exemple, l'angle entre les deux avions est de 20 degrés. 24 degrés, 36 degrés, etc. Puis rappelez-vous aussi que le sens positif de la rotation correspond au sens inverse des aiguilles d'une montre. Après avoir vu la rotation, il nous reste à revoir plutôt la translation. Donc qui n'est pas la plus difficile des transformations du plan. Donc pour définir la translation, on a besoin d'une flèche qui en fait s'appelle un vecteur, on reverra ça l'année prochaine, qui nous donne un sens, une longueur et une direction. Donc la longueur, tout le monde voit ce que c'est, la longueur de la flèche, il suffit de poser sa règle et de la mesurer.
Par contre, des fois, il y a des petites confusions sur le sens et la direction. Parce que dans la vie quotidienne, quand on dit bah, va dans ce sens ou va dans cette direction, c'est un petit peu la même chose. Alors que pour les vecteurs, pour les translations, non, c'est pas la même chose. Pour les translations, ce vecteur et ce vecteur ont la même direction. Ils ont la même direction car ils sont portés par la même droite. Ce qu'ils ont de différent, c'est le sens. Alors qu'une translation, c'est facile. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déplace tous les objets dans ce sens, dans cette direction et de cette longueur. Par exemple, ce point, eh bien, son image est ici. Pourquoi? Parce que si je les relie, j'obtiens exactement le vecteur correspondant à la translation. Et si mon vecteur est plus court, eh bien, les points sont plus proches. Si mon vecteur les emmène vers le haut, eh bien, le point bleu vers le haut, ainsi de suite. L'image d'un segment, eh bien, c'est un segment. De la même façon, si mon vecteur est plus grand, le segment va aller plus loin. C'est le vecteur qui décide, disons, on peut dire ça comme ça, de la direction, du sens et de la longueur que prennent tous les objets. Si j'ai un cercle, eh bien encore une fois, la distance entre les deux centres, vous voyez, se superpose parfaitement avec le vecteur qui représente la translation en question. Si j'ai un quadrilatère, même chose. Vous voyez, ici, entre ces deux points, j'obtiens la même longueur, le même sens, la même direction que le vecteur de la translation. On avait nous fait des patins à glace dans la leçon, ici c'est une petite voiture qui représente la translation, mais c'est la même chose. Si mon vecteur est horizontal, et bien évidemment, les deux voitures sont aussi sur la même ligne horizontale. Si mon vecteur est plus court que la longueur d'une voiture, évidemment les deux vont se superposer petit à petit. On vient donc de passer en revue ces différentes transformations du plan qui ont tout en commun de ne pas changer les longueurs des objets qu'elles transforment. Que ce soit les symétries centrales, les symétries axiales, les translations et les rotations, on obtient à chaque fois une figure et son image qui sont superposables. Soit superposables par glissement, soit superposables par pliage. Mais à chaque fois, les longueurs sont conservées, les angles sont conservés, les aires sont conservés, les figures sont les mêmes. La transformation d'aujourd'hui, c'est la première transformation que vous voyez, qui pour le coup va changer les longueurs des figures. Donc voilà la définition, soit un point haut, qui est le centre de l'homothétie. Transformer une figure par une homothétie de centre haut, c'est l'agrandir ou la réduire en faisant glisser ses points le long de droites passant par haut. Donc une homothétie est définie par un centre et un rapport K non nul. On va commencer par repasser un petit peu en vert tous les mots qui sont déjà en gras ici. Voilà, les mots importants. Donc agrandir ou réduire, ce qui vous explique pourquoi on a mis cette notion dans ce chapitre-là, avec le théorème de Thalès, avec les agrandissements-réductions, avec les triangles semblables. Et puis le centre et le rapport. Donc je vous ai fait ici un petit schéma, un petit dessin, avec la figure de départ que j'ai encadrée en rouge ici, avec écrit en dessous K égale 1. Donc ça c'est ma figure qui va être transformée par différentes homothéties. Donc le plus simple c'est peut-être celle-là qu'on va faire en premier. Donc vous voyez que pour toutes ces figures, le centre de l'homothétie c'est le point O qui est ici. Donc on peut compléter déjà tous les centres. Le centre pour chacune de ces homothéties c'est O. Voilà. Il nous reste à trouver le rapport. Et là il faut réfléchir un petit peu plus. Donc vous voyez qu'il y a au moins 3 cas différents. Il y a le cas où par rapport à mes figures de départ, j'ai une figure plus grande, c'est un agrandissement. Le cas où j'ai une figure plus petite, c'est une réduction. Et puis le cas où la figure est à l'envers. Elle a été retournée. Alors ça vous fait peut-être penser un petit peu à ce qu'on a fait sur Thalès. Rappelez-vous des deux configurations de Thalès. Il y avait la configuration classique, et puis si on mettait le triangle de l'autre côté, on avait la configuration papillon. Avec, je vous rappelle aussi, des parallèles comme ceci. Donc c'est un petit peu la même idée, sauf que ici, le rapport va être différent, évidemment. Alors le rapport pour celle-là, vous voyez qu'elle est 2 fois plus grande que cette figure-là, donc le rapport, naturellement, est égal à 2. Celle-ci qui est 2 fois plus petite, eh bien le rapport c'est 1/2, ou 0,5 si vous préférez le nombre décimaux. Donc là, vous voyez que le rapport est positif. Que ce soit 0,5 ou 2, les deux sont positifs. Ce qui diffère, c'est que celui-là est plus petit que 1, donc on obtient une figure plus petite, c'est une réduction. Celui-là est plus grand que 1, donc c'est un agrandissement de ma figure de départ. Alors comment ça se passe avec ceux qui sont à l'envers? Eh bien, ce qui se passe, c'est simplement que le rapport est négatif. Par exemple, celle-ci, qui est la même que celle-ci, sauf que elle est à l'envers, disons, eh bien le rapport, c'est simplement moins 1. Celle-ci, ça va être moins 2.
Donc elle est retournée, et puis elle est 2 fois plus grande que ma figure de départ. Et puis la plus petite, eh bien ça sera simplement moins 0,5. Alors pour que ce soit plus clair et pour que vous puissiez faire les exercices, je vous propose 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'image d'un rectangle ABCD par une homothétie de centre O et de rapport K égale 3. Donc je vais faire ça devant vous. Je vais commencer par noter le nom des sommets et le nom du centre de l'homothétie. Donc on me dit que le rectangle s'appelle A, B, C, D, et on me dit que le centre s'appelle O. Et on veut construire l'image de ce rectangle par une homothétie de centre O et de rapport K égale 3. Donc il faut que je commence par tracer ce qui était tracé ici, c'est-à-dire des droites qui passent par O et qui passent par les sommets de ma figure. Donc c'est parti, je prends ma règle, et puis je vais tracer toutes les droites qui passent par le point O et par les sommets de ce rectangle. Donc je vais commencer par le point A. Puis le point B. Et je m'aperçois que la droite qui passe par le point B passe aussi par le point D. Puis le point C. Donc ceci étant fait, il faut maintenant que je m'intéresse au rapport de mon homothétie. Le rapport est égal à 3, ce qui veut dire que le rectangle que je vais construire est 3 fois plus grand que celui-ci. Même si l'expression 3 fois plus des fois est un peu ambiguë, c'est parce que c'est pas 3 fois en plus. On devrait presque dire il est 3 fois grand. 3 fois plus grand, finalement ce plus, quand on y réfléchit, n'est pas correct. Et tout le monde voit quand même bien ce que ça veut dire. Je reprends ma règle, je vais mesurer la distance entre le point O et le point A. Donc sa distance est de 20, sur mon écran on pourrait dire 2 cm. Donc je vais faire 2 multiplié par 3, ce qui me donne 6. Donc j'arrive sur ce point-là du quadrillage. Et ici ce sera le point A'. Si j'appelle A', B', C', D', les images de ABCD. Je vais faire la même chose avec le point B et le point D. Donc D est à une distance de, on va dire, 17. Donc 17 fois 2, 34, et 34 plus 17, 51. Donc j'arrive ici. Ensuite, le point B. Donc la distance entre le point O et le point B est de 35. 35 fois 2 égale 70. 70 plus 35 égale 105. Donc j'arrive à peu près ici. Et puis enfin, le point C. Alors vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que mon point est sur le quadrillage mais n'est pas sur la droite? C'est parce que c'est ma droite qui n'est pas très précise. Alors vous, ça sera plus précis, j'espère. Et comment je sais qu'il est sur le quadrillage? Parce que celui-là l'était sur le quadrillage. Et parce que je sais aussi que l'image d'un segment par une homothétie est un segment parallèle. Autrement dit, celui-ci est sur les lignes du quadrillage, le segment image va être aussi sur les lignes du quadrillage. Voilà pourquoi je me fie plutôt au quadrillage plutôt qu'à ma ligne ici, plutôt qu'à ma droite. Deux derniers points, est-ce que j'ai vraiment besoin de placer la règle? Eh bien non, je sais que l'image de ce petit rectangle sera un grand rectangle, donc le quatrième sommet du rectangle, il va être ici. Voilà, donc vous voyez que mes droites n'étaient pas très précises, mais donc cette imprécision est due au fait que, vous voyez, quand je pose ma règle ici, je la pose soit ici, et je n'ai pas de position intermédiaire, on va dire. Je vais finir de mettre le nom des sommets, donc B', C', D'. L'image de A est A', l'image de B, B', l'image de C, C', et l'image de D, D'. Je vais tracer le rectangle maintenant, donc je relie A', B', je relie D', C', et puis de la même façon, je relie A', D' et B', C'. Alors quelques petites vérifications pour être sûr que je ne me suis pas trompé. D'abord, est-ce que l'image d'un segment est un segment parallèle? Oui, vous voyez que ces petits segments, leurs images sont bien parallèles au segment de départ. Est-ce que les longueurs de son rectangle sont bien égales aux longueurs de ce petit rectangle multiplié par 3? Et la réponse est oui. Vous voyez qu'ici j'avais 3 carreaux, et 3 fois 3 égale 9. Vous pouvez compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La largeur du petit rectangle était égale à 1 carreau, et 1 fois 3 égale 3. La largeur du grand rectangle est bien égale à 3 carreaux. Donc ma construction est juste. J'ai bien tracé l'image du rectangle ABCD par l'homothétie de centre O et de rapport K égale 3. Donc c'est ce que je vais écrire à côté maintenant. Le rectangle A', B', C', D' est l'image du rectangle ABCD par l'homothétie de centre O et de rapport 3.
Deuxième exemple, on va construire ensemble l'image d'un trapèze, cette fois-ci. Donc un trapèze, je vous rappelle pour ceux qui ont oublié, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. L'image du trapèze ABCD par l'homothétie de centre O, le point O est fixé ici, et de rapport cette fois-ci k égale moins 1,5. Donc ce rapport négatif déjà vous indique que l'image de ce trapèze va être retournée par rapport au trapèze initial. Première chose à faire, je vais écrire le nom des points, donc ici le centre de l'homothétie, O, et puis le nom des sommets, comme tout à l'heure, ABCD. Une fois que ceci est fait, je vais tracer mes droites au crayon à papier, qui passent par les sommets du trapèze et par le point O. Pour l'instant, sans m'intéresser aux longueurs. Donc celle qui passe par le point A, celle qui passe par le point D, celle qui passe par le point B, et puis celle qui passe par le point C. Il me reste à placer les points, je reprends donc ma règle pour mesurer et placer les points à la distance demandée, c'est-à-dire 1,5 fois la distance initiale. Donc entre le point A et le point O, j'ai 3 cm. 3 cm fois 1,5, cela me donne 4,5. Donc je déplace ma règle, puisque c'est la distance entre le point O et le point image qui doit être égal à 4,5. Ce n'est pas la distance entre le point A et son image. Donc je repars ici de 0, et je mesure 4,5. J'arrive à peu près, vous voyez ici, donc je vais marquer le point en bleu, voilà. Donc le point sera ici au milieu du carreau. Ensuite j'ai le point B qui est à une distance de 12. Donc 12 mm, 12 mm fois 1,5, ça me donne 18. Donc je déplace ma règle, je remets mon 0 sur le centre de l'homothétie, et je mesure 18. J'arrive donc ici. Encore une fois, à peu près à la moitié du quadrillage. Donc ici j'aurai le point B'. Ensuite j'ai le point D. Donc là cette fois-ci la distance jusqu'au point O est de 4,5. Donc 4,5 fois 1,5. 4,5 plus la moitié de 4,5. Donc 4,5 plus 2,25. Donc 6,75. Je mets le 0 sur le centre et je vais chercher 6,75. J'arrive encore une fois au milieu du quadrillage, ici. Et puis le dernier point, qui est le point C, pour une fois je peux me passer de la règle. Pourquoi? Parce que ça suit les lignes du quadrillage. Donc de C à O, j'ai 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Alors 4 carreaux, si j'en rajoute la moitié, j'obtiens 6. Donc je repars de là et je compte 6. 2, 4, 6. Voilà donc le point C'. Ici j'avais D', ici j'avais A', et j'avais donc ici P'. J'ai les 4 sommets de mon trapèze, je peux donc les relier pour finir de construire ce trapèze. Donc C'AB', D'AA', et puis ensuite C' et D', B' et A'. Alors je vérifie quand même au moins un des côtés du trapèze, un côté facile. Par exemple ce côté là ici qui mesure 4 carreaux, 4 petits carreaux. 4 petits carreaux font 1,5, ça me donne 4 plus la moitié de 4, donc 6. Est-ce que ce segment mesure 6 carreaux? Oui. Regardez, ici c'est 0,5. Et puis ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc 5,5, plus 0,5 encore ici. Donc entre B' et A', j'ai bien 6 carreaux. Je suis parti de 4 carreaux, et 4 fois 1,5, puisque le rapport c'est 1,5, me donne bien les 6 carreaux ici. Je peux maintenant écrire la phrase qui explique ma construction. Le trapèze A'B', C', D' et l'image du trapèze ABCD par l'homothétie de centre O et de rapport moins 1,5. Donc cette page est terminée, vous commencez maintenant à en avoir l'habitude, j'espère. On va basculer sur le livret d'exercice et les homothéties sont à la page 50. Donc à la page 50, vous avez une belle partie ici, je revois le cours, dont je peux vous montrer le corrigé, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc transformer une figure par une homothétie, c'est l'agrandir ou la réduire en la faisant glisser. Une homothétie est définie par son centre et son rapport.
Une figure et son image par une homothétie ont la même forme. L'homothétie conserve les alignements et les angles. On en a parlé un petit peu quand on a fait la partie précédente sur le théorème de Thalès et les agrandissements-réductions. Et puis, un petit point qu'on n'avait pas vu encore, qu'on n'avait pas revu, disons, les longueurs sont multipliées par k si le rapport c'est k. Par contre, les aires sont multipliées par k au carré. Et puis, c'est pas indiqué ici, mais les volumes seraient multipliés par k au cube. Donc, vous pouvez maintenant faire tous les exercices de cette page. Et puis, même éventuellement, si vous ne les avez pas encore fait, faire ceux de la page 51 sur les frises et les rosaces et les pavages, puisqu'on l'avait vu dans la leçon, mais pas forcément fait tous les exercices. Vous avez même quelques exercices un petit peu plus techniques à la page 52. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt pour certains.